Alors, j'espère que le best-of de la semaine dernière vous a plu. Cette semaine, on a un best-of sur un sujet que vous adorez, entrepreneuriat et mindset, parce que ça se passe dans la tête. Restez avec nous et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de Sans Permission. Enjoy! Sans permission. Sans permission. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi Osama-san. Sans permission. Sans permission. T'as des potes avec qui tu fais pas du business, toi? En fait, c'est plus dans l'autre sens. C'est genre, je deviens pote et après, on lance des business ensemble. En fait. Genre Quentin, t'es pas du tout dans du business avec lui. Ouais, mais t'es il a méga pote. travaillé avec moi. Ouais. Après, ça prend une part importante dans ta vie, donc s'il n'y a pas ce centre d'intérêt là commun, c'est difficile de créer du lien, je pense. Ouais, ça se crée moins facilement, t'as moins d'interaction en fait. Ouais, à fond. T'as déjà fait du biz avec des potes, toi, Ous? Moi, j'ai jamais fait du biz avec pas des potes, en fait. Je sais pas comment ils font les gens pour faire du biz avec des... À The Family, il y avait deux mecs, ils avaient cofondé une boîte ensemble pendant 6 ans. Ça cartonnait, super relation et tout. Et un jour, on organise un week-end de vacances tous ensemble et tout. Et puis, tu vois, je connaissais les deux séparément en Zoom et tout. Et je les vois et il y a un mec qui regarde l'autre et qui dit « Tiens, c'est marrant, je t'imaginais pas aussi grand. » Et je les regarde comme ça, je fais c'est une blague. Il dit « Non, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. » Énorme. Et ça faisait 6 ans qu'ils avaient créé une boîte ensemble. En remote. Mais tu sais Chacun- que moi, mon CEO, chacun dans leur ça cave. fait 2 ans et quelques que je travaille avec et je l'ai vu une fois. En vrai. Ouais, mais moi, je sais pas comment tu fais. Là. Mais ouais, c'est dingue le remote. Hein. Tu as déjà eu, toi, Antoine, une idée de business? Non, Sans du jamais de nappe, ma un life. truc. Il a Non, jamais eu d'idée de J'ai ça. jamais eu jamais eu une idée de business. Si, là de tête, je sais pas, mais je pense que Uber en France, c'était moi je me rappelle, j'avais voyagé à New York quand j'avais 10 ans pour la première fois et c'était super simple de commander des taxis à New York, là où en France c'était une galère pas possible et j'étais sûr qu'il allait avoir un truc qui allait sortir pour simplifier le truc. Ouais. Le gap, c'est pas tant les idées, tout le monde peut avoir de bonnes idées, je pense que c'est l'exécution. À quel point est-ce que tu as les ressources, parce que déjà si tu veux construire une app, faut des ressources. Ouais. Et Bon, m'attends plus. Hein. Tu fais du no-code, ça va. Hein. On a je sais l'expert pas là. Pas expert. Mais. Comment lancer un business avec moins de 500 €, moins de 500 secondes. En moins de 60 secondes. je sais pas à quel point c'est facile le no-code ou Non, après, difficile. il y a des limites en fait. Tu Non, peux pas faire une app en no-code. Tu peux pas franchement- faire TikTok en no-code. Tu peux faire TikTok en no-code. Je te jure que c'est Ouais. possible. Ça va être éclaté, mais... Oui, bah ça sera électrique. Oui, mais ça suffit largement à Mais tu fais lancer. un truc moins compliqué que TikTok, toi. Ouais. Mais justement, le but c'est de faire De TikTok. toute façon, aujourd'hui, je pense que là, avec l'IA, de toute façon, si t'es vraiment déter, tu fais un TikTok en 3 mois, quoi. En étant vraiment... Mais ça pose une vraie question réplique. sur le Par business contre, model du SaaS. Bah, Ça va de toute façon, s'ouvrir. Là, c'est un peu le king des 5 dernières années, mais, Mais est-ce attends, que ça va frère, continuer là, c'est pas forcément le cas. on est rentré dans l'ère des micro-SaaS sur Twitter. Aux US, tous les jours, il y a un entrepreneur qui t'explique qu'il a fait... D'ailleurs, Théo a fait une très bonne vidéo là-dessus. Mais tous les jours, il y a un mec qui t'explique qu'il a fait un SaaS à 20 000, 30 000 de Ouais. MRR. En fait, moi, je pense... Ça, moi, je le vois comme une concurrence qui va venir Bien sûr. niquer les gros SaaS. Et donc, en fait, Ouais. tu vois, l'idée que... C'est pas les Pour mêmes. faire- Je crois pas parce que c'est pas les mêmes segments de marché. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les SaaS sont montés en pricing enterprise. Tu vois, par exemple, HubSpot, ils ont bundle. Donc, en fait, dans les startups, tu as 2 mouvements. Tu as le bundling et l'unbundling. Toute startup démarre avec une feature successful. Tu peux pas démarrer avec plein de choses. Et quand tu démarres avec ta feature successful, en général, tu as 2 choix. Soit tu restes sur ta feature et tu augmentes ta marge de marché. Donc, tu essayes de vraiment être très, très focus sur ta feature et d'avoir juste de plus en plus de clients. Soit tu bundles des nouvelles features pour attirer vers toi des clients de plus en plus gros et tu te débarrasses des petits. Et ce qui fait que tu as des... En fait, tu peux voir les... Il y a une matrice très, très simple. C'est que pour construire une boîte qui vaut 1 milliard en SaaS, il suffit de faire 100 millions de chiffre d'affaires. Par an. Ok, par an, ouais.
Grosso modo, tu es à 10x en moyenne. Ça va, c'est facile en fait. Donc, Le mec il dit il suffit de. non, mais 8 millions par mois. En vrai, Attends, mais j'ai justement. une idée, les gars. J'ai une idée. Pourquoi je ferais pas un SaaS qui fait 100 Ouais. millions Maintenant- de chiffre d'affaires maintenant, annuel regarde. Ça, je suis milliardaire. Facile. regarde. Voilà. Donc, Ou ouais, pourquoi tu fais pas ça? Tu pourrais payer les avocats et tout. tu seras pas milliardaire, frère, parce que tu auras que 10% de la boîte après. Après les VC, je peux te dire que pour gagner 1 milliard en perso en SaaS, tu peux y aller. Mais si tu commences avec de l'argent, est-ce que vraiment tu as besoin de ces VC? Bah, en SaaS, tu as une courbe toute bête, c'est que comme ton revenu par mois est inférieur à ton coût d'acquisition, plus tu as d'utilisateurs, plus tu burns d'argent. Forcément. Donc c'est très très dur de faire un SaaS sans lever de fonds. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc c'est assez facile de faire une boîte qui vaut 1 milliard si tu as 100 millions de revenus, parce que tous les SaaS finissent par être valorisés 100 fois leur ARR, Annual Recurring Revenue. Et donc si tu réfléchis... 100 fois 10 fois. Ah, t'as dit Ouais, 100 fois. pardon. Je voulais dire 100 millions. Et donc, ta matrice, elle est très simple. C'est nombre d'utilisateurs multiplié par prix. Donc, tu peux vendre un SaaS $10, $100, $1000, $10 000 et $100 000. Si tu vends à des baleines, il te suffit de 100 baleines à $100 000 pour faire 100 millions. Ou 1000 à 100. Ou 10 000 à machin. Tu vois la matrice? Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, ça te donne la ligne de tout ce que tu peux faire. Donc, soit tu fais des baleines, soit tu fais des dauphins, soit tu fais des belugas, soit tu fais des petites souris et des petits lapins. Vous connaissez la citation de Pablo Picasso? Les grands artistes copient, les génies volent. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. Tu l'as compris, cette citation? Bah, je pense qu'il veut dire que tout est un recyclage constant d'idées. Tu nous l'as expliqué dans le podcast. Ouais, c'était pour voir s'il suivait. C'était un des premiers épisodes. Et dans me cet rappelle plus. épisode-là qu'on a tourné chez Oussama, Ouais. il y a une séquence de Antoine qui dit ouais, moi si je gagnais 30 000 euros par mois, franchement tous mes problèmes seraient réglés, ma vie serait incroyable, j'aurais pas Énorme. besoin de plus. Et là tu le vois maintenant, le mec il gagne 10 fois plus, il est là oh putain j'ai besoin d'encore plus, là ça va pas, je suis stressé, j'ai besoin de plus d'argent. Et il y a nous deux on lui dit non mais mec quand t'auras 30 000 tu voudras beaucoup plus. Et là je sais pas. J'ai chopé le syndrome. Ouais. Toi il te faut combien pour être heureux? 1 million par mois. Parce qu'il faut pas oublier que Théo, il est prêt à tout pour devenir riche. Je suis prêt à tout pour devenir riche. Tu te souviens? C'était sa première vidéo. C'était quoi? Attends, C'est dans ma c'était... première Oui, vidéo. mais c'était contre tes valeurs, contre... Ah, Ah oui! C'était quoi déjà? Oui! Tu veux raconter? En accord avec ta mère, elle t'a dit ouais, quoi? ouais. Ma mère, elle m'a dit oui, Théo, ta vidéo, elle est bien. Mais quand tu dis je suis prêt à tout pour devenir riche, moi, avec ton père, quand on a regardé cette vidéo, on s'est dit, mais il serait peut-être prêt à tuer des gens ou je ne sais pas. Et donc, elle me disait, ma mère, elle a fait beaucoup de développement personnel, de médiation, psychologie, etc. Donc, elle me disait, il faut que tu fasses comprendre aux gens que tu es prêt à tout pour devenir riche, certes, mais dans le respect de tes valeurs, de tes limites. Et elle avait dit quoi d'autre? Elle avait Face fait un à autre moi-même. truc. Face à moi-même. Et mes accomplissements. Et mes... Je sais plus ce que c'était. Je t'ai envoyé un vocal, attends. Face à moi-même et mes... Je suis prêt à tout pour devenir riche. À moi-même et à mes... Je sais Pas plus ce que c'était. accomplissement, mais à mes besoins. T'imagines si Théo il devait faire son short en 60 secondes? Je vais vous expliquer en 60 secondes comment devenir riche face à vous-même et à vos besoins et en accord avec vos valeurs Pas et la trop société stresser, actuelle. Respectez les autres, respectez vous-même d'abord Je suis prêt à tout pour devenir riche, face à moi-même et mes accomplissements. et mes accomplissements. Énorme. Oh, putain. C'est quoi selon toi les prochaines grosses tendances dans le business? Parce qu'on parle beaucoup, du fait que voilà, les tendances c'est ça qui permet de gagner beaucoup d'argent. Ouais. On a vu 2 grosses tendances sur les 3 dernières années, je dirais 3 peut-être. Il y a la tendance du marketing digital qui a créé beaucoup de business en ligne type agence, e-commerce, génération de leads, vente de formation, coaching, etc. Il y a la tendance du Web3 et des cryptos, notamment dans l'investissement et aussi dans le business qui a créé beaucoup d'opportunités. Plus récemment, on a eu l'IA. Ouais. Est-ce que toi, tu vois de prochaines grosses tendances sur lesquelles il faudrait se former, se positionner ou Je pense que c'est toutes ces choses-là qui vont fusionner et qui vont créer les nouvelles opportunités.
je vois pas de nouvelles choses arriver, de nouvelles vagues à surfer. Parce qu'il y a déjà beaucoup à faire juste avec les nouvelles tendances des dernières années, crypto et IA, la décentralisation, plus le leverage qu'on peut utiliser avec IA, ça va créer plein d'opportunités déjà. Donc ouais, je verrais plus une forme de fusion de ces 3 choses-là qu'un nouveau truc. Et toi ? Ouais, après, c'est toujours très dur de savoir quel est le prochain nouveau truc, et si on le savait, on serait, Peut-être la réalité déjà augmentée. dessus. Je pense que je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que les tendances actuelles vont encore continuer pendant un long moment et vont changer. Ouais. Donc je pense que typiquement les réseaux sociaux, c'est là pour durer. Et typiquement TikTok et YouTube, bon, tout le monde sait que c'est des opportunités et que c'est en croissance. Mais moi, je m'imagine vraiment, et c'est pour ça que je continue à créer autant de contenu, je m'imagine vraiment dans 10 ans où YouTube, c'est vraiment genre la source d'information numéro 1, si ce n'est pas déjà le cas, hein, mais ça remplace vraiment 80% de la télé. Et que donc, les plus gros YouTubeurs sont des chaînes de télévision à eux tout seuls. Et ça, je pense que ça a une énorme valeur. Donc, je pense que voilà, se lancer sur YouTube ou avoir un business en rapport avec les réseaux sociaux, c'est toujours et ça restera une grosse opportunité pour les prochaines années. Typiquement, ce qu'il faut faire pour voir les tendances, souvent, c'est d'observer les gens qui sont plus jeunes. Et le métier le plus envié de la part des plus jeunes, c'est devenir youtubeur. C'est vrai. Donc, et tu as beaucoup de jeunes aujourd'hui, genre dans les moins de 12 ans, qui vont connaître des centaines de youtubeurs, mais connaissent pas genre Leonardo DiCaprio. Genre vraiment, C'est si ouf. tu te rends compte. C'est incroyable. Donc ça, c'est une grosse tendance, je pense, qui va continuer. Ensuite, là, par rapport à tout ce qui est crypto, Web3, etc., on est dans un gros creux. J'ai l'impression qu'on arrive dans la phase où personne n'en parle et il faut vraiment commencer à investir. Ou en tout cas, le risk-reward, donc le ratio récompense-risque d'un investissement crypto Web3 est très bon. On ne sait jamais de quoi le futur est fait. On ne sait jamais si ça va monter ou descendre. Mais en termes de probabilité de perte et de gain, c'est quand même assez positif. Après, tu peux partir du principe que vu qu'il y a des taux d'intérêt qui sont élevés, tu as une réduction de la masse monétaire de par les banques centrales, c'est pas un environnement qui est vraiment propice à l'investissement. Mais le truc, c'est qu'en fait, les banques centrales, dès le moment où elles vont baisser les taux d'intérêt et dès le moment où on aura un environnement macro propice à l'investissement, en fait, les cryptos et le Web3, ça aura déjà augmenté. Donc, la seule manière d'investir est vraiment d'avoir des returns, d'avoir des retours sur investissement qui sont vraiment bons, c'est d'investir quand ça pue un peu. Ouais. Et là, ça pue un peu. Donc, je pense que potentiellement, ça... De nouveau, j'ai pas de boule de cristal. Si ça se trouve, les gouvernements vont péter un cap contre la crypto, ça va être banni de nulle part, tout va aller à zéro. Donc, je donne pas de conseils en investissement. Mais en termes d'analyse, le ratio retour sur investissement risque est meilleur en tout cas qu'il y a 2 ans. Comment est-ce que tu fais pour trouver une idée de business ? Ah, ça c'est une bonne question. Je crois que l'erreur que la plupart des gens font par rapport à ça, c'est qu'ils réfléchissent à ce qu'ils aiment. Et ils cherchent leur passion, leur centre d'intérêt, ils essaient de les monétiser. Alors que c'est beaucoup plus simple de canaliser la demande, d'identifier où est-ce qu'il y a un marché qui marche déjà, regarder quels sont les concurrents qui font le plus d'argent et chercher justement à se positionner légèrement différemment. Par exemple, comme Shopify l'a fait dans le e-commerce par rapport à Amazon, ou Etsy dans le e-commerce par rapport à Amazon. Mais pas chercher... Moi, c'est la discussion que j'ai tout le temps avec mon père, qui lui, maintenant, veut entreprendre depuis qu'il a vu que ça m'avait changé la vie. C'est qu'il réfléchit trop en mode... qu'est-ce que je pourrais faire de novateur que personne ne fait, tu vois ? Et ça me tend à chaque fois, je lui dis, mais papa, arrête d'avoir peur de la concurrence. Genre, c'est bon, s'il y a de la demande, ça veut dire que tu peux trouver un moyen de prospecter, de rentrer en contact avec ces gens-là et de leur vendre une offre similaire. Et ouais, donc je pense que ouais, juste trouver la demande et la canaliser vers une offre irrésistible. Peut-être te différencier sur l'offre. Ouais, en vrai, je pense que tu as plusieurs stratégies et qu'en fonction de tes objectifs et de qui t'es, il faut que tu t'orientes vers différentes stratégies. Je pense que, en effet, la manière la plus simple, avec le plus haut taux de réussite, d'avoir une idée de business qui fonctionne, c'est clairement le copier et j'améliore. Donc, tu regardes un truc qui fonctionne déjà pour d'autres personnes et tu le fais mieux ou légèrement différemment. Ouais. Typiquement, tu vois que y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant des vidéos sur YouTube. Tu fais des vidéos YouTube, tu les fais mieux ou dans une niche légèrement différente ou de manière différente. Ou tu vois qu'il y a des gens qui font de l'argent e-commerce, tu fais une marque e-commerce, tu fais pas exactement le même produit, ou tu vends le même produit, tu le changes légèrement, ou tu améliores le marketing, etc. Ou voilà, tu peux faire ça pour tous les business existants.
en partant du petit business en ligne à la startup qui veut changer le monde. Hein. La startup aussi, tu regardes quelles sont les startups qui ont vraiment décalé, qui ont décollé, qui ont levé beaucoup d'argent au cours des dernières années, et tu regardes est-ce qu'il y a un truc un petit peu similaire que je peux faire, ou même, hein, ça c'est un truc, vraiment moi, quand je réfléchissais à lancer une startup, c'est ce que tu fais, tu vas regarder les batchs des incubateurs, tu regardes les startups, tu prends l'idée qui est la meilleure. Non, sérieusement, tu prends l'idée qui est la meilleure. Quelles sont les probabilités pour que les gars qui ont eu une très bonne idée, ce soient aussi des brutes en exécution? Elle n'est pas si élevée que ça. Ouais. Et donc, si toi, tu sais que tu es une brute en exécution, si toi, tu as déjà de l'expérience en business et tout, bah, en fait, tu fais la même chose qu'une idée qui fonctionne bien. Puis voilà, tu changes un peu légèrement, comme ça, tu copies pas. Et puis, juste exécutes mieux qu'eux. En plus, ils viennent de lancer, tu vas plus vite qu'eux, tu les dépasses. Ouais. Et là, tu as ton idée de business. Donc, ça, c'est vraiment la manière la plus basique. Et après, tu as deux autres manières de réfléchir qui sont tu as peut-être un peu moins de chances de réussite, mais je pense pas qu'il faut les laisser de côté non plus. Tu as celle où tu vas penser à ce que tu kiffes. Comme tu l'as dit, je pense que là où je suis d'accord avec toi par rapport à ton père, il ne faut pas essayer d'éviter la concurrence. Mais de se dire, je fais un truc que je kiffe, je pense que ça a aussi quand même pas mal d'avantages. Parce que quand tu fais un truc que tu kiffes, tu peux le faire pendant beaucoup plus longtemps que les autres. Tu vas beaucoup mieux le faire que les autres. Et au final, si ça ne marche pas aussi bien que ça, ce n'est pas si grave parce que tu kiffes quand même le faire. Et quand on regarde, en général, quand même, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent bien, qui font quelque chose qu'ils adorent. Tu as aussi beaucoup d'entrepreneurs qui adorent le business. Qui adorent l'argent et le business, et qui, peu importe le business qu'ils font, ils kiffent parce que c'est juste qu'ils sont amoureux du business. Mais tu as aussi beaucoup de personnes qui, par exemple, les meilleurs restaurateurs, c'est des gens qui adorent la restauration. Ouais. Les meilleurs youtubeurs, c'est des gens qui adorent faire des vidéos. Moi, si aujourd'hui, mon business de formation, il marche aussi bien, c'est parce que j'aime former et partager mon savoir. Et donc, quand je le fais, je peux donner plus d'énergie qu'un mec qui détesterait faire ça. Donc je pense que c'est pas si une mauvaise idée que ça. Donc en fait, si je pars de zéro, ce que je ferais, c'est je me poserais la question, qu'est-ce que j'aime faire? Et tu listes tout. Et après, à partir de là, tu fais pas juste le truc que t'aimes. Tu fais le truc que t'aimes, mais où tu vois aussi une direction, où tu vois aussi un marché. Et si tu arrives à combiner les deux, c'est parfait, c'est la meilleure idée de business. S'il n'y a aucune intersection, il n'y a aucun truc que tu aimes ou dans lequel tu es doué, où il y a une opportunité de marché, là, tu pars sur je prends quelque chose qui marche bien et je l'améliore. Et après, tu as vraiment la stratégie un peu plus game blink, où tu as moins de chances que ça réussisse, mais si ça réussit, tu peux réussir très très gros. Et là, c'est d'aller essayer de faire des trucs qui sont nouveaux. Et en général, si tu veux faire des trucs qui sont nouveaux, c'est soit tu étudies justement les trends qui vont arriver. Donc, tu essaies d'anticiper là où le marché va aller et tu te positionnes dessus. Soit tu penses à tous les problèmes que tu as dans ta vie, tous les désirs que tu as dans ta vie et tu essaies d'y apporter une nouvelle solution. Ou alors, tu vas demander à d'autres personnes quels sont leurs désirs et quels sont leurs problèmes et tu essaies d'y apporter une solution. Et avec ça, tu as de quoi créer des idées de business. Au niveau du mindset, le mindset, on en parle beaucoup. C'est un topic qui est assez vaste, qui est assez flou pour beaucoup de personnes. Selon toi, qu'est-ce que c'est avoir un bon mindset? Parce que c'est... Tu vois, ça veut tout et rien dire parfois. Ça veut tout et rien dire. Pour moi, le mindset, c'est avant tout des croyances. C'est avant tout des croyances. C'est très complet comme sujet, comme tu l'as dit. Mais je pense que la partie la plus importante, c'est les croyances qui nous poussent à prendre des décisions, en fait. Explique ce sujet des croyances, parce que, tu vois, moi, quand j'ai démarré, je le voyais partout. Croyances limitantes, blablabla. J'étais là, croyances limitantes, c'est bon, dégagez. J'en ai assez entendu. Mais c'est que récemment que j'ai réalisé à quel point les croyances, ce mot croyance, a un impact sur énormément de choses dans notre vie. En fait, toutes tes décisions sont faites sur des croyances. La base de toute décision, c'est une croyance. Si tu quittes ton travail pour lancer un business, c'est parce que tu croyance, que ça va être mieux pour ta vie. Donc, il y a des croyances par rapport à ton futur, mais il y a des croyances aussi par rapport à comment est-ce que tu réfléchis. Et ces croyances-là, des fois, elles sont explicitées, donc tu les dis, tu les penses, mais des fois, elles sont inconscientes.
Et c'est là, en fait, où c'est le plus dangereux. C'est quand tu as une croyance au fond de toi que tu sais pas réellement que tu penses et qu'en fait, cette croyance-là, elle te pousse à faire des choix qui t'emmènent vers la mauvaise direction. La croyance la plus connue et la base du mindset que tu vas entendre plein de fois, c'est la différence entre le mindset de croissance et le mindset fixe. Et ça, typiquement, c'est un truc, si on te l'a jamais explicité, et si tu as la malchance d'avoir été éduqué avec un état d'esprit fixe, un fixed mindset, eh ben, tu peux être sûr que ta vie sera de manière significative moins bonne, que tu atteindras moins tes objectifs, tu seras plus malheureux et tu avanceras moins bien. Et quelle est la différence entre ce fixed mindset et ce growth mindset? C'est qu'en gros, quand tu es en fixed mindset, tu penses que tes compétences, tes traits de personnalité sont fixes. Donc, je suis né intelligent ou pas intelligent et je peux rien y faire. Je suis fort ou pas fort en prise de parole. Je suis fort ou pas fort en maths. Je suis fort ou pas fort en entrepreneuriat. Je suis fort ou pas fort en langue. Et quand tu as ça dans ta tête, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, tu vas pas faire d'efforts pour progresser parce que tu penses que ta marge de progression est faible. Et là, je caricature. En général, on est tous... C'est un spectre. On est plus ou moins fixed mindset ou plus ou moins growth mindset. Il n'y a personne qui pense vraiment que ma capacité à parler à l'oral, elle est gravée dans le marbre et je peux rien changer. Mais il y a des gens qui pensent que tu peux améliorer, mais un petit peu, tu vois. Et il y a d'autres gens qui pensent que tu peux passer de je bégaye à le meilleur orateur de tous les temps. Et à tout le monde qui se distribue entre les deux. Mais en fait, si tu es plus du côté fixed mindset et que tu penses que tu peux pas trop progresser, par exemple ta prise de parole orale, tu vas pas te former. Tu vas pas te former, tu vas pas faire d'efforts pour essayer de t'améliorer parce que tu penses que ta marge de progression, elle est rikiki. Et en plus de ça, il y a un effet encore plus pervers. Tu vas éviter toute situation où tu vas être confronté à la prise de parole. Parce que tu as peur de te faire griller. Et ça, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je l'avais. Ou, par exemple, il y avait un sport où je m'étais pas très entraîné. Je sais pas, imaginons, on va faire du tir à l'arc. Ouais, voilà, par exemple, tir à l'arc, ça s'est passé quand j'étais plus jeune. On avait un truc quand on était à l'école qui s'appelait passeport vacances, où pendant les vacances, on pouvait aller essayer des activités, tu vois. Et il y avait tir à l'arc. Et moi, j'avais bien envie d'essayer tir à l'arc. Mais je n'osais pas prendre tir à l'arc parce qu'un des potes avec qui j'allais faire le tir à l'arc, j'étais un petit peu avec qui j'allais faire le passeport vacances, c'était un mec, on jouait au foot un petit peu ensemble, j'étais un peu en compétition avec lui. Et en fait, je crois qu'il avait déjà fait du tir à l'arc et qu'il était bon. Et en fait, j'avais peur d'aller faire du tir à l'arc avec lui parce que j'allais me faire griller que j'étais pas bon en tir à l'arc. Parce que moi, je suis pas très bon pour les trucs de précision, tu vois. Et donc, du coup, je ne me mets pas dans une situation où en fait, je pourrais progresser parce que je vois le fait de faire de la merde comme un truc qui me définit. C'est genre, si je fais de la merde à mon tir à l'arc, c'est tout le monde va le voir et je vais le voir moi-même et qu'en fait, je suis pas bon en tir à l'arc. Même chose à l'école, tu vois. Genre, tu veux pas faire de maths, tu veux jamais vraiment te donner en maths parce que si tu te donnes à 100% en maths et que tu as une note de merde, ça prouve que tu es nul en maths et tu pourras jamais changer ça vu que c'est un truc qui est fixe. Donc en fait, tu as le monde qui te renvoie que tu es nul. Donc en fait, tu essaies d'éviter ces situations et tu as plein de gens qui vont jamais vraiment essayer de se donner à fond en maths parce qu'ils pourront toujours se dire « Ah ouais, mais j'ai pas vraiment essayé. » tu vois. Et ils pourront garder dans leur tête que peut-être ils sont pas si nuls en maths que ça. À l'inverse, si tu es dans un growth mindset, en fait, tu vois une situation challengeante comme une possibilité d'apprendre et donc tu te dis ouais, je vais aller faire du tir à l'arc avec mon pote qui est meilleur que moi, il va me montrer, etc. Je vais progresser, puis après je serai meilleur que lui en fait. Tu te dis que tu peux progresser et donc tu vas te confronter à des situations, tu vas essayer d'apprendre et donc tu vas progresser quoi. Et ça c'est le cas, peu importe notre vision du monde en fait, c'est ça qui est dingue. C'est même dans le cas de figure où la marge de progression elle est toute petite et que les gens qui ont un fixed mindset ils ont raison, tu deviendras quand même meilleur si tu as un growth mindset, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir ce mindset de croissance. Et donc, ça, c'est juste un exemple de croyances qui t'ont été inculquées pendant ton enfance, avec ton éducation, sans que tu aies ton mot à dire, sans que tu saches pourquoi, sans que ce soit voulu. C'est là dans ton cerveau et ça guide
tous tes choix et ta manière de vivre. La réalisation que j'ai eue, c'était que l'émotion que je ressentais sur l'instant, c'était la même que j'avais au début du podcast. Ouais. Tu te souviens, les premiers épisodes du podcast, j'étais vraiment pas à l'aise, je me sentais Tu sais pas que à ça ma se voyait place. pas. Bon, moi, en tout cas, j'ai pas trop vu. Tu l'as pas senti? Non. Oh mec, à l'intérieur de moi, c'était une bombe atomique. Mais c'est un truc que j'ai remarqué l'autre jour et que je trouve passionnant. C'est à quel point, d'un côté, certaines émotions qu'on a à l'intérieur de nous, on a l'impression que les autres les voient et les autres ne les voient pas du tout. Ouais. Et de l'autre côté, certaines émotions qu'on pense cacher parfaitement, elles sont ultra grillées. Tu sais, je me suis fait la réflexion la dernière fois. Tu vois, à chaque fois que, par exemple, tu dis quelque chose à quelqu'un et tu vois qu'il est vexé, ou tu vois que quelqu'un il est de mauvaise humeur, ou quelqu'un il rigole un peu trop à une blague, tu vois, tous ces trucs-là, moi, je le remarque sur tout le monde autour de moi. Et je me suis toujours dit, ah, le mec, tu vois, il sait pas trop cacher ses émotions, tu vois. Mais en fait, les autres, ils voient ça sur moi aussi. Ouais. Et je me suis fait la réflexion, j'étais là. En fait, ça veut dire qu'il y a plein de mes états émotionnels qui sont fucking grillés, mais moi, j'ai l'impression que je les cache. Et en fait, pas du tout, parce que jamais personne va te dire, imagine, tu fais une blague, le gars, il se vexe. Ah, t'es vexé. Tu vois, il y a très peu de personnes qui vont le dire. Et même si tu dis, ah, t'es vexé, et que la personne, elle fait, non, non, pas du tout, tu vas faire, ah, ok. Tu vas pas dire, non, non, je vois que t'es vexé, tu vois. Donc, en fait, on n'a pas le feedback que de savoir si les autres personnes voient nos émotions. Et donc, je pense qu'on se sous-estime de ouf quand on est grillé. Et à l'inverse, des fois, on s'obsède. Moi, je sais que ça m'est arrivé pas mal de fois où je suis méga grillé, ça se voit que je suis nerveux. Et en fait, de l'extérieur, t'as pas l'air nerveux. Je le vois souvent sur les vidéos aussi, en vlog ou quoi. Des fois, des séquences où j'ai l'impression que je dis que de la merde ou que je suis pas bien et tout. Et en fait, je vois la séquence et je dis, ah putain, tu gères en fait. Tu vois? Ça me le fait aussi. Ça me le fait Ouais, bien. c'est abusé ça, c'est dingue. Et tu sais, Joe Dispenza, il a une théorie par rapport à ça. Ouais. Je sais que toi aussi, tu commences à t'en intéresser. Il dit que... Alors, tu vois, il y a les deux cas de figure. Tu as parlé du fait que c'était possible de voir les émotions chez certaines personnes. Et il explique que Chez tout le monde, franchement. Chez tout le monde. Il explique que c'est en partie dû au fait que chaque émotion permet à notre corps de changer son champ électromagnétique. Tu vois, notre corps est entouré d'un champ électromagnétique qui peut se mesurer sur une fréquence, qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui peut vraiment se mesurer sur une fréquence. Okay. Et selon les émotions que tu ressens, la fréquence de ce champ électromagnétique est différente. Et on a tous ancré dans notre cerveau, je ne sais plus exactement le nom de la glande, mais une glande qui nous permet d'interpréter ce champ électromagnétique. Et donc, inconsciemment, on arrive à sentir, même sans voir, tu vois, qu'un mec est triste, on arrive à sentir une énergie. Tu sais, quand quelqu'un entre dans une pièce et qu'il est en colère, des fois, tu le sens au fond de toi-même. Le mec parle pas, mais tu le sens qu'il y a un truc chelou. Et c'est en partie pour ça, en fait. Ouais. Mais ça, c'est scientifique, ça? Ouais, c'est scientifique. Putain. Tu sais, moi aussi, j'avais grave du mal à y croire. Et il y a plein de trucs qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais dont on ne peut pas nier la réalité. Je te donne un exemple tout bête, le Wi-Fi, le Bluetooth. Tu vois pas les ondes Wi-Fi ou tu vois pas les ondes Bluetooth. Pourtant, on peut pas nier leur efficacité, leur réalité. Pareil pour la radio. Ouais. Et donc, de plus en plus, moi, j'essaie de m'ouvrir à ces théories-là, d'énergie, d'ondes, de fréquences, parce que je me dis que si ça marche concrètement et qu'on en a une utilisation réelle, c'est forcément que... Non, c'est vrai que c'est pas déconnant de penser ça. C'est vrai que j'ai jamais pensé comme ça. Tu penses que si t'avais pas été entrepreneur et si t'étais pas tombé sur les informations que t'as consommées en étant jeune et qui t'ont orienté vers cette voie-là, t'aurais fait quoi d'autre de ta vie? Ah, moi, j'étais grave parti pour faire investment banking. Hein. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui te... C'était la classe ou t'avais un truc qui te plaisait? Investment banking, en fait, c'est la plus grosse arnaque de tous les temps, je pense. Pourquoi? Je vois déjà le short. Parce que... Non, c'est pas la plus grosse arnaque de tous les temps. En fait, c'est une énorme arnaque si t'es quelqu'un qui est capable de supporter, de faire face au risque. Faire de l'investment banking, si t'es quelqu'un qui est capable de faire face au risque, c'est la plus grosse arnaque de tous les temps. Parce que toutes les personnes qui font investment banking à un gros niveau, c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui sont extrêmement disciplinées, qui ont une capacité cognitive de travail de malade. Parce qu'au final, c'est les personnes qui sortent des meilleures écoles et qui ensuite vont dans une banque où ils vont le faire travailler 18 heures par jour. Donc, t'es super smart,
tu es capable de te sortir de situations difficiles parce que pour travailler avec autant de pression, tu dois en avoir. Et puis, tu as une capacité de travail de ouf. Ça, ces trucs-là, tu les mets dans le business, mais c'est sûr qu'ils gagnent de l'argent. C'est des profils qui sont, à moins d'être extrêmement, d'avoir un gros problème de personnalité quelque part, c'est des profils qui sont voués à très bien fonctionner dans le monde du business. Et 99% de ces profils, ils sont en investment banking et ils ne sont pas dans le business. La seule raison pour laquelle c'est plus intéressant de prendre l'investment banking, je pense, pour ces personnes-là, c'est qu'il n'y a aucun risque. C'est tu travailles, t'attends et tu vas être multimillionnaire. Quand tu as 40 ans, tu es multimillionnaire. Ah, parce que là, tu vas step by step, tu gagnes de plus en plus, tu as tes bonus, machin, tes stock options et tu finis par être riche. Mais si tu avais lancé un business, tu serais devenu millionnaire beaucoup plus tôt, dans la plupart des cas. Mais il y a du risque. Tu peux très bien travailler 2 ans, rien avoir, peut-être même ça met 10 ans. Donc, il y a cette composante-là, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font investment banking, comme moi, j'allais le faire, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont s'ils lancent un business. Ils pensent que lancer un business, c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a beaucoup plus de chances que ce qu'il y a en réalité. Et moi, ça me fait marrer quand j'étais à Harvard, parce qu'à Harvard, si tu vois les grandes universités comme ça, c'est le berceau des gens qui vont finir en investment banking. En fait, quand tu vas à Harvard, quand tu vas à HEC Paris, quand tu vas dans n'importe quelle grande université, tu finis soit dans le consulting, soit dans l'investment banking. Genre 90% des gens. Investment banking, c'est genre Goldman Sachs, etc. Tu vas gérer l'argent, tu vas vendre des investissements aux gens, etc. Et puis consulting, tu vas intervenir sur des grandes entreprises et les aider à prendre une décision ou à mettre en place un truc. Et ces deux profils-là, en fait, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils gagnent pas autant qu'ils gagneraient s'ils étaient dans un business. Et c'est juste parce qu'ils prennent le choix de la sécurité et qu'en fait, ils s'imaginent plein de choses sur le monde du business qui sont fausses parce que ces personnes-là, tu les fais créer une agence, genre le business réplicable à l'infini, où tu les fais gérer, je sais pas, un salon de coiffure. Vraiment, l'extrême majorité, ils finissent par avoir des business qui fonctionnent extrêmement bien. Et à Harvard, justement, je les voyais, tous mes potes là qui allaient faire investment banker, et j'étais là, mais vous vous rendez compte, les gars, que si vous faisiez le même business que moi, il y en a certains, vous êtes plus intelligents que moi, vous travaillez plus que moi, vous pourrez gagner énormément d'argent. Et ils étaient genre en mode, non, machin, les trucs de business en ligne, ça marche pas. Moi, je vais faire investment banker, etc. Et en fait, c'est juste de la manipulation parce que le marketing de Goldman Sachs et de BCG, de McKinsey, en fait, ils leur ont tellement monté la tête qu'ils vont les... En fait, tu sais, quand tu es dans le business, un des trucs que tu dois faire, c'est engager des personnes. Quand tu engages une personne, tu dois forcément la payer moins qu'elle te rapporte. Sinon, c'est pas intéressant pour toi de l'engager, tu vois. Donc, plus tu arrives à trouver des personnes qui te rapportent beaucoup et qui, selon les lois du marché, doivent être payées à un montant qui, du coup, où il y a une grosse différence avec ce que tu peux gagner par rapport à ce qu'ils produisent, plus c'est intéressant pour toi, tu vois. Donc, en fait, en tant qu'entreprise, ton but, c'est d'avoir le plus d'employés que tu peux payer pas trop cher, mais qui te rapportent énormément d'argent. Et ce que McKinsey, Goldman Sachs et ce genre d'entreprises ont fait, moi je pense, c'est réussir à convaincre des gens qui ont une capacité de gain dans le monde du business, genre, je sais pas, de 1 million par an, et les payer 100 000 balles par an, tu vois. Et ils font ça avec leur marketing, etc. Donc voilà, après, comme je t'ai dit, c'est très important de prendre en compte la notion de risque, parce qu'il y a énormément de personnes qui, mine de rien, préfèrent avoir de l'argent qui gagne, qui monte d'année en année, où tu prends aucun risque, et voilà, t'es certain, et qui sont prêts, du coup, à gagner moins que ce qu'ils devraient gagner au bout de plusieurs années dans le business, parce que un truc qu'il faut comprendre, c'est que la difficulté numéro 1 du business, le prix de la réussite dans le business, c'est l'incertitude. Marc Andreessen a publié un truc assez marrant. Assez marrant. Je l'ai envoyé... À qui je l'ai envoyé? Ah oui, je l'ai envoyé
Donc, il y a une étude statistique qui est sortie là aux US. Donc, si tu prends 3 traits de caractère à distribution rare, qui sont l'intelligence, l'autoconscience et la stabilité émotionnelle, et c'est les 3 facteurs qui ont le plus d'impact sur la réussite à long terme, ok ? La combinaison des 3 facteurs ne se révèle que chez 85 personnes tous les 1 million de personnes. Donc, le fait d'être vraiment talentueux est beaucoup plus rare que ce qu'on imagine. Parce qu'on imagine toujours que le 1% de gens... Mais là, on n'est pas à 1%. 85 sur 1 million, ça Ouais. fait On est à 0,1%. Ouais. 0,1 même. 0,01. Ouais. Ouais, 0, putain. Et c'est dur de se dire qu'en fait... c'est-à-dire que si tu veux un bon candidat en termes de recrutement, ça veut dire qu'il faut que tu passes un candidat. Ouais, Donc, c'est un tous les 10 000, non? un 10 000, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ici, quoi. Non. Même moi ici, ouais, ils si, c'est sont 1%. pas. C'est 1%, Ouais, tu c'est vois. 1 tous les 100. Mais d'une population déjà... Ouais, en plus. ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça... j'avais pas vu des choses comme ça. Donc, si ça se trouve, les managers, ils ont un vrai pouvoir, en fait, de prendre les 10% et les amener... Mais est-ce que c'est binaire ou est-ce que c'est un gradient? Parce que là, tu le présentes comme... tu vois, tu as ces 3 caractéristiques ou tu ne les as pas. Donc, soit tu es dans le truc, soit tu ne l'es pas. Mais il y a des gens qui le sont Ouais. plus ou moins. Ouais, je pense. Et du coup, c'est pas aussi difficile que ça de trouver Non, des mais- gens qui sont assez talentueux. Ouais, mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes de 85 sur 1 million à peut-être 100 sur 1 million, 200 sur 1 million, 300 sur 1 million. Ça dépend ça du niveau reste, ça reste d'exigence. ça reste des proportions, on n'est pas de 1%, quoi. Hmm. Moi, je disais toujours aux gens que les gens les plus talentueux, c'est les top 1%. Hmm. Mais si c'est les top 1 sur 1 million, C'est pas ça évident. devient une autre histoire, quand même. Les fameux players, c'est pas si facile que ça à trouver. Bah non. quoi. Le process de recrutement vaut mieux qu'il soit Ouais. efficace. Bah regarde, Apple, pendant longtemps, ça a changé avec la disparition de Steve Jobs, mais ils avaient une équipe de 12 designers pour faire 100% d'Apple, quand Sony avait genre 3000 designers. Et ces 12 designers, ils avaient créé une équipe de 30 personnes pour les recruter. Donc pour recruter ces 12 personnes, il y avait 30 personnes, et ils avaient interviewé plus de 20 000 personnes. Ouais, ça va dans le sens de ce que Ouais. tu dis. Ouais. Et à 12, ils faisaient mieux que... Et Steve Jobs est parti, Johnny Ive est parti, et maintenant, chez Apple, ils sont 1500 designers. Et tu regardes l'update de l'app photo, et Sur la dernière version. sur la dernière version, et tu comprends ce qui s'est passé, quoi. Ça ressemble vraiment à une app faite en communauté. Hein. Moi, je suis sûr qu'il y a un comité de design maintenant chez Apple. Il n'y a plus un génie de l'interface. Il y a 20 mecs autour de la salle, ils ont chacun mis leurs petites features, et ils ont eu leurs bons points. Enfin, Ouais, tout le monde veut insérer sa Ouais, feature. exactement, C'est des ouais. trucs comme ça. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Je pense que le top 1 pour 1 million a un rapport disproportionné au résultat. Ouais. Bah, c'est un peu ce qui se passe dans les startups. Hein. Ah ouais, Au mais final, tu on rigoles, crache c'est beaucoup sur les schémas très hiérarchiques où tu as du top-down. Mais au final, on se Ouais. rend compte. Les startups sont l'exemple parfait que c'est là que ça marche le mieux. Parce Mm. que c'est là que tu avances le plus vite. Et que, en fait, tu as quelques personnes uniquement, voire très peu, voire que les fondateurs qui peuvent avoir la vision et les insights pour exécuter le bon plan, quoi. Et qu'en fait, si tu démocratises trop le truc et que tout le monde a son mot à dire, enfin, je caricature, hein, mais qu'en fait, t'avances pas et tu te retrouves avec un truc. Ouais. Bah, c'est comme de la finance. Hein. Tu prends ton portefeuille, si tu diversifies trop, tu as des rendements Ouais. moyens. C'est pour ça que moi, je suis Si contre tu la veux avoir le diversification. meilleur rendement, tu es obligé Tu vas d'avoir all-in. un seul truc. Ah oui, Bah, bah ouais, c'est sûr. Un des trucs que j'ai vraiment appris cette année, c'est de se faire coacher. Là, je suis vraiment avide de ça. Alors, tous mes problèmes, mon réflexe, c'est est-ce que je peux trouver un coach pour le régler? Je prends tous les trucs de ma vie. En fait, j'ai eu plusieurs réalisations. Au début, tu essaies de tout faire par toi-même. Ensuite, tu comprends que tu peux apprendre dans les livres. Ensuite, tu comprends que tu peux apprendre avec les formations. Et maintenant, je viens de comprendre que je peux apprendre avec des coachs. Et de base, j'aimais pas trop les coachs. J'avais un peu un a priori négatif parce que à l'école, etc., t'as un prof qui vient, il t'explique un truc, etc. J'ai toujours trouvé ça assez lent. Et donc, j'adorais le fait de pouvoir apprendre par moi-même à mon rythme en autodidacte. C'est pour ça que je me suis vraiment
focaliser sur les formations, les livres, etc. Et je voyais aussi en parallèle, moi j'ai depuis plusieurs années une formation sur l'e-commerce, je voyais aussi pas mal de coachs e-commerce qui faisaient du coaching. Et en fait, les coachings qu'ils faisaient, ils répétaient juste ce qu'il y avait dans ma formation en moins clair et ils faisaient payer genre 1000 balles de l'heure alors que ma formation elle coûte 1000 balles et elle t'apprend genre 100 fois plus qu'avec une heure de coaching. Donc, je trouvais ça assez limité comme manière d'apprendre. Mais si tu as les moyens, parce que ça coûte cher, si tu as les moyens de prendre les meilleurs et de prendre du coaching en one-one, tu apprends déjà tellement plus vite, tu arrives à avoir des infos qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas dans les formations et qui sont adaptées à toi. Et finalement, le gros avantage du coaching, c'est que le coach, il voit exactement là où tu foires et ce que tu ne sais pas encore. Et il voit à travers tes croyances limitantes. Alors que c'est beaucoup plus dur à faire par soi-même. Imaginons, ton gros problème dans ton business aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas comment déléguer. Tu vas acheter une formation sur le business. Déjà, dans la formation, déléguer, c'est seulement un chapitre parmi les 10. Donc, tu ne vas pas forcément le regarder en premier, etc. Donc, tu vas devoir regarder tout le reste pour arriver sur le truc vraiment qui va changer ton business. Et tu arrives dessus. Ça se trouve, tu n'es pas vraiment attentif parce que tu es en train de regarder toute la formation. Tu prends des notes, tu écoutes, mais peut-être que tu ne remets pas en question ce que tu es en train de faire. Et puis, on a ce gros problème de biais de confirmation qui rend extrêmement difficile le fait de voir ses propres blind spots, ces angles morts, comme dirait Cédric Doumbé. Et donc, imaginons que tu délègues mal, tu regardes la formation, on te dit c'est super important de bien déléguer, il faut déléguer comme ça. Et toi, tu vas 9 fois sur 10 te dire ah ouais, je sais pas, pas forcément, ou ouais, ça je fais déjà, ou ouais, moi j'ai déjà essayé de déléguer, ça n'a pas fonctionné, de toute façon, déléguer ça sert à rien, et tu sautes le chapitre. Alors que le coach, il va être là, il va te poser des questions, ah ouais, tu délègues et tout, tu vas faire ouais, non, mais c'est pas trop important, il va faire quoi? Et là, il va pouvoir te rentrer dedans et te convaincre. Et vu que tu as une personne en face, même si tu n'es pas convaincu, bon, allez, j'essaye. Tu vas aller essayer. La fois d'après où tu parles au coach, t'as délégué? Ouais, j'ai essayé. Ouais, non, t'as pas vraiment fait. Cette fois, tu le fais, sinon, l'appel d'après, je viens même pas. Il te force, tu vas le faire, peut-être que ça foire. Il va faire ah, ça a foiré. Pourquoi? Régler le problème. Et ensuite, bam, là, tu as le résultat. Alors qu'avec la formation, tu l'aurais peut-être pas eu. Ouais. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Donc, tu as comme un audit, en fait, où le mec te fait des conseils personnalisés par rapport à là où tu en es, là où tu vas aller. Et derrière, tu as l'accountability avec est-ce que tu le fais véritablement, est-ce que tu le mets en place? Et du coup, ça te permet de progresser beaucoup plus rapidement parce que tu as plus de pression externe. C'est ça? Plus de pression externe. Plus rapide parce que le coach te donne directement les trucs qui vont t'aider le plus. Tu n'as pas besoin de regarder tout le contenu, tout le savoir de la personne. Imaginons, tu vois, le Gary, là, par exemple. Imaginons, il avait une formation. Là, on parle de santé, donc c'est encore plus clair. Moi, j'ai un problème peut-être spécifique de santé, mais lui, il connaît des milliers de problèmes de santé différents. Donc, tu vas pas regarder une formation et regarder tous les problèmes de santé. Ouais. Non, là, tu vois, il te pose quelques questions et direct, il te donne, bam, les meilleurs conseils pour toi. Et il y a cet aspect confrontation, quoi. Vraiment, genre, il te dit un truc, t'es pas d'accord, tu vas dire pourquoi t'es pas d'accord, et là, le mec, il peut te contrer et te faire changer d'avis. C'est comme, il y a beaucoup de gens, l'exemple typique, c'est les douches froides. Il y a plein de vidéos de moi qui disent prenez des douches froides, etc. Sur Twitter, il y a des gens, ils sont... Coach en douche froide. Ouais, il y avait un espèce de mime à un moment sur Twitter en mode, ouais, vas-y, quelqu'un veut réussir un business, et du coup, les gens répondaient prends une douche froide, tu vois. Parce que moi, j'ai tellement donné ce conseil, et du coup, il y a plein de gens qui me voient donner le conseil de prendre une douche froide, et dans leur tête, ils se disent ça sert à rien, c'est pas prendre une froide qui va me faire devenir riche. Et donc, il s'arrête là. Alors que si le mec, je l'avais en face de moi et que je lui dis prends une douche froide et il me dit non, mais tu penses pas quand même que ça sert à rien de prendre une douche froide pour gérer mon business, là, je peux répondre et je peux lui dire oui, c'est pas l'eau froide qui va te rendre riche, c'est pas l'eau froide qui touche ta peau qui va faire exploser ton business. Je suis pas con, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est le fait de mettre en place des habitudes positives, le fait d'aller contre
de sortir de ta zone de confort, de faire des choses que tu n'as pas envie, le fait aussi d'augmenter la dopamine qu'il y a dans ton corps, ton esprit, ton cerveau en début de journée, qui va te rendre plus facile le fait de passer à l'action et de faire des choses difficiles. Toutes ces choses-là, sur une longue période de temps, ça augmente de manière quand même très conséquente le fait que tu atteignes tes objectifs. Et d'ailleurs, c'est drôle, une douche froide, on peut dire tout ce qu'on veut. Genre, je te donne vraiment le challenge, et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous donne le challenge de se réveiller le matin. Ok, imaginons tu veux te réveiller à 8h. Tu te réveilles à 8h, tu vas prendre une douche froide, et après, tu essayes de rien foutre de ta journée. Et tu vas voir à quel point c'est plus difficile de rien foutre de sa journée après avoir pris une douche froide le matin que si tu l'as pas fait. Et tu penses quoi du fait de faire du business avec sa famille? C'est conflictuel. Moi, j'ai essayé avec mes frères. Ouais. Et c'est galère. Hein. En fait, ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est oublier que c'est une personne de ta famille. Ah, Si tu faisais du business, non, mais quand tu fais le choix de travailler avec, si tu travaillerais avec cette personne-là, même si elle n'était pas de ta famille, fais-le. C'est le meilleur truc que tu peux faire. Si tu ne travaillerais pas avec cette personne-là, si elle faisait pas partie de ta famille, travaille pas avec. Parce que là, c'est le pire. Tu vois, tu vas prendre une personne avec qui tu n'aurais pas travaillé parce que c'est ta famille, et en plus, ça va créer des problèmes encore beaucoup plus gros que si la personne, tu n'avais pas un lien particulier avec. Mais ça flippe si la personne, tu travaillerais avec, si ce n'était pas quelqu'un de ta famille et que c'est quelqu'un de ta famille. Par expérience, en général, ça se passe encore mieux parce que c'est-à-dire, tu connais bien la personne, tu vois. Genre, si tu penses que c'est une bonne idée de travailler avec elle et que c'est une personne de ta famille, c'est probablement une bonne idée de travailler avec elle, à moins que tu sois vraiment nul pour juger les gens, parce que tu connais les personnes de ta famille beaucoup mieux que n'importe quelle personne que tu recruterais, tu vois. Ouais, 100%. Moi, j'avais essayé vite fait de prendre... j'avais fait mon petit frère au closing. Ouais. Ça avait bien marché, il avait bien marché sur ça, mais après, tu sais, tu vois les déficiences. Par exemple, lui, il n'est pas du tout organisé. Ouais. Et moi, j'ai besoin, tu vois, que les trucs soient carrés et tout. Et du coup, des fois, ça me tendait. Et je voyais que si on continuait à aller plus loin ensemble, genre sur le long terme, ça aurait pas marché, tu vois, et ça aurait pu foutre la merde. Et mon grand frère, pareil, j'ai essayé de l'aider, tu vois, de le mettre au closing et tout. Et il y a plein de déficiences, surtout au niveau mindset et tout, tu vois, qui me tendaient. Et j'avais peur que ça fasse capoter la relation sur le plan perso. Donc je me suis dit, ça vaut pas le coup en vrai. Ouais, c'est vraiment au cas par cas. Et en fait, le fait de... Il faut différencier deux choses. Si tu recrutes quelqu'un de ta famille parce que c'est la personne, tu te dis c'est une personne de confiance, etc. Et c'est ce qui est important pour. Ouais, c'était ça ouais, c'est pas un bon raisonnement. Déjà, il faut se rendre compte que dans le business, ça dépend du poste, mais en réalité, les employés, t'as besoin que ce soit pas des énormes connards, mais t'as pas non plus besoin que tu leur fasses confiance avec ta vie, tu vois. C'est comme un gars qui joue dans ton équipe de foot. T'as pas besoin, tu vois, il va faire quoi? Ouais, tu lui donnes pas accès à tes comptes bancaires. Au pire, tu te rends compte que le mec il parle mal de ton entreprise derrière ton dos, et puis voilà, tu le vires et c'est fini. Enfin, il a pas un pouvoir, il a pas le pouvoir de détruire ton business. Ouais. Enfin, ça dépend du poste, encore une fois, mais en général. Donc, la confiance, c'est bien, mais c'est pas le truc le plus important. Et des personnes qui sont pas des énormes fils de pute, il y en a quand même pas mal. Donc, c'est pas méga dur à trouver. Et en fait, cette erreur-là, qui est une erreur que j'ai faite et qu'énormément d'entrepreneurs font, c'est une erreur de je ne sais pas recruter. Ouais. Donc, c'est une erreur de je me dis que la personne que je recrute, c'est une personne que je connais, en qui je fais confiance. C'est pas comme ça qu'il faut recruter, pas du tout. C'est un mythe, c'est une énorme erreur. Le recrutement, et j'en ai parlé plein de fois, c'est tu prends plein de gens, tu compares tous ces gens-là et tu prends le meilleur. Et comme ça, tu arriveras à un recrutement qui est infiniment meilleur qu'en regardant les personnes que tu connais, etc. Et personnellement, c'est aussi une erreur que j'ai faite plein de fois. C'est j'ai besoin d'une personne pour m'aider. Attends, qui c'est que je connais qui pourrait m'aider? Non. La facilité. Ouais. Le chemin de la facilité dans n'importe quel domaine, ça mène jamais à ce que tu veux. J'ai besoin d'une personne pour m'aider. Comment je fais pour qu'il y ait 50 inconnus qui sont intéressés par le même truc, qui essaye de se faire recruter, et je prends le meilleur de ces 50 inconnus. Et pour compléter avec ce que tu avais dit l'autre fois, c'est que tu prends pas seulement le meilleur, tu prends celui qui fit le plus avec l'avatar que tu avais établi au préalable. Et genre ça, je pense que c'est un truc que je faisais pas personnellement, mais prendre le temps de te dire vraiment, comme un avatar client, mon avatar employé idéal sur ce poste, quels sont ses traits de caractère, quelles sont ses compétences,
qu'est-ce qu'il fait de ses journées, qu'est-ce qu'il a fait plus jeune, est-ce qu'il a fait des compétitions de sport, lesquelles, etc. Et vraiment matcher ça quand tu as les candidatures sous les yeux. Ben moi, je l'ai implémenté vraiment tout récemment parce que j'ai fait un recrutement récemment et c'est un game changer. Parce que quand tu lis les candidatures des mecs, tu sais qui tu recherches. T'as un filtre. Ouais, t'as un filtre dans ta tête. VS, je cherche le meilleur. Ok, mais selon quels critères en fait? C'est quoi le meilleur? Parce que ça dépend des postes, tu vois. On a une audience qui est majoritairement intéressée par le business en règle générale. Pourquoi est-ce que selon toi, il y a une telle opposition entre les artistes de manière générale et le fait de faire de l'argent et j'ai l'impression, alors c'est peut-être une croyance limitante que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est Je souvent trouve que les grands artistes sont des grands commerçants. Les très Bah, grands tous. artistes, pas Ouais. tous, mais Bah, ça tous les dépend. grands- Tu connais un grand artiste qui n'était pas un grand commerçant Bah ouais, bien sûr. De son vivant. De son Il y vivant. a des mecs qui ont été commercés après, comme Van Gogh, mais Ouais. mais quand ils ont eu des codes de leur T'as vivant, un peu le cliché de l'artiste qui fait ça pour l'art et pas pour l'argent. Ouais. mais c'est faux. Ah. Tu es d'accord ou pas? C'est une bonne question. Moi, je pense que tout grand artiste, à un moment, quand ça marche vraiment, bien évidemment, il vend et ça vend des millions. Après, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a un moment où il faut que ça vende et si ça vend, c'est bien et ils sont contents. Après, souvent, je sais pas comment expliquer vraiment, mais t'as énormément d'artistes qui n'ont pas une très très grande cote et du coup qui aussi bon bah voilà Oui, mais c'est tu d'ailleurs vois. une limitation de leur capacité artistique. Exactement. Et donc tout là quand on parle vraiment des très très grands artistes, c'est tellement des très grands artistes qui font ça et à un moment ils font ça et si ça marche bah ça marche. Moi, je trouve qu'il y a tu vois. 3 dimensions à ce problème. La première dimension, c'est que historiquement, l'art, c'est du business. Un exemple que j'adore citer, moi, c'est les opéras. 100% des opéras, le premier acte finit bien, parce que le business model de l'opéra, c'est l'opéra bouffa, c'est le fait de servir un repas. Le repas est servi à la fin de l'acte 1. Et donc, pour maximiser les ventes de vin, de repas, etc., il fallait amener les gens à un pic de FOMO à la fin de l'acte 1. Et l'un des artistes qui a eu le plus de succès de l'opéra, c'est Mozart. Si tu regardes tous les opéras de Mozart, la fin de l'acte 1, c'est des trucs grandioses, parce qu'il avait tellement besoin d'argent, il aimait tellement l'argent, qu'il était obsédé par faire des performances comme un mec en webinaire qui sait exactement le mot à dire pour que le type achète. Et ben Mozart, il se disait, cette note-là, cette fréquence-là, les mecs, ils vont plus picoler. Et je pense pas qu'on se dise que Mozart est pas un grand artiste, alors que sa musique perdure jusqu'à aujourd'hui, il va perdurer des milliers d'années, alors que c'était un web marketeur, tu vois. Bien sûr. La deuxième dimension à ça, c'est qu'à un moment, tout acte d'art est un acte de vente. Et les artistes qui sous-traitent leur acte de vente à des gens sans comprendre, sans machin, soit leur cote est a posteriori de leur mort et ils en profitent pas, et donc ils ont le syndrome de l'artiste maudit, etc. Ça arrive. Mais finalement, leurs œuvres, soit ils le font de leur vivant et ils sont terribles. Par exemple, Andy Warhol, très bon exemple d'homme d'affaires terrible. Picasso, tu connais l'histoire de Picasso et du restaurant? Picasso, il mange dans un restaurant, le chef, il vient à la fin du repas et il dit « Monsieur Picasso, je suis grand fan. Est-ce que vous pouvez signer la nappe et le repas est pour moi? Vous et vous 10 invités, c'est pour moi. » Picasso, il fait une colombe sur la nappe. Et le mec, il regarde, il fait « Monsieur Picasso, vous ne l'avez pas signé ?» Et il dit « Bah attendez, j'achète le repas, pas le restaurant. » Mais moi, ma théorie par rapport à ça, c'est... tu le vois dans le business, il y a énormément d'entrepreneurs qui vont jamais dire qu'ils font ça pour l'argent. Imagine-toi dans le business. Donc, ils vont te dire oui, je fais ça pour avoir un impact, pour la mission, etc. Ce qui est le cas, hein, souvent, il y a ça. Mais souvent, il y a aussi quand même l'envie de devenir riche, l'envie de gagner de l'argent, l'envie aussi de gagner en statut de par le fait que tu as réussi à créer un business qui fait un certain chiffre d'affaires, etc. Et ils le font pourquoi? Parce que il y a en tout cas une partie des personnes qui vont regarder en interview, par exemple, qui vont se dire « Ah, s'il fait ça pour l'argent, c'est pas bien, etc. Donc, ils vont se faire juger d'une certaine manière. Et en fait, dans le business, une grande partie est jouée par les chiffres. C'est les chiffres.
Et tu as aussi une partie qui est jouée par la perception. Le storytelling, le marketing, la perception. Branding. Et le branding. Bah, si tu prends en compte ça, et que tu dis dans le business, il n'y a que peut-être 20% qui est la perception. Mais quand même, les gens n'osent pas trop dire qu'ils font ça pour l'argent, etc. Maintenant, tu fais le parallèle et tu regardes l'art, où la perception, c'est 90% du truc, en fait. Le branding, l'histoire, c'est le truc le plus important. Tu te dis qu'il y a quand même un grand intérêt pour un artiste d'avoir une histoire. L'histoire, c'est qu'il fait ça à 100% pour l'art et que lui, l'argent, c'est pas important pour lui. Parce qu'il sait que d'avoir, en fait, cette histoire-là, ça va le permettre d'être plus reconnu en tant qu'artiste. Il a un grand intérêt financier, en fait, à dire qu'il n'aime pas l'argent. Bien sûr, mais après, il y en a qui aussi, par essence... Et leur but, c'est de créer. Et ils sont tellement dans d'autres planètes, tu vois, que c'est vraiment des artistes, tu vois. Ils n'ont pas du tout le cerveau qui à 100%. est... Ah oui, je pense que c'est aussi le Tu cas vois, à 100%. il y en a plein, pour eux, l'argent, c'est totalement secondaire. ailleurs. Ouais. Et donc, en fait, tu vois, je pense qu'il y a autant d'artistes différents qu'il y a tu vois, il y a des artistes qui sont hyper businessmen, mais vraiment, leur art, c'est une entreprise. Vraiment, Kunz, par exemple, il délègue tout à tout le monde. Tu viens de dire mes pensées, je t'en voilà. pas Et il y en a certains d'autres qui sont mais totalement perchés. Mais ça marche, tu vois. Il y en a, en fait, voilà, ça dépend. Il y a vraiment différentes mindsets et différents artistes. Mais ouais, il y en a certains, c'est des très grands entrepreneurs et ça cartonne aussi pour ça. Monopoly, avec le chapeau, lui, il est chaud en business. Alec Monopoly. Ouais. Qui ça Alec Monopoly. Ah oui. Tu vois qui c'est? Ouais. Lui, il a un grosse cote sur les réseaux sociaux et je pense qu'il a bien réussi à la fois combiner son talent et à la fois le monétiser en business. JR, par exemple, aussi. Pourtant, il fait beaucoup de choses, il est présent sur plein de choses et il arrive à faire en sorte que son art, au-delà d'être présent un peu partout, etc., commence à côté. Mais je pense que tous les très grands, il y a un moment, de toute façon, ça vaut de l'argent. Et moi, un truc qui m'a toujours intrigué sur les business plus hardware, c'est comment tu t'y prends, en fait, parce que tu as ton idée, et ensuite, pour créer toute la mécanique derrière l'ingénierie. Enfin, moi, ça me passionne, les ingénieurs, ce qu'ils arrivent à faire. Ouais. Genre, c'est quoi le process, en fait parce que toi, du coup, Je suis pas du tout ingénieur. t'es pas du tout ingénieur. Donc, tu fais quoi? Tu prends un ingénieur, tu dis, OK, donc moi, je vais faire des micro-lanceurs. Fais-moi un design. Ouais. Et le mec, il part de rien et il sort un design. C'est aussi bête que ça. Ouais. En fait, si tu veux, c'est bête, mais c'est un peu un iceberg. C'est-à-dire que tu peux très rapidement avoir un design, mais de passer entre un design préliminaire et qui en fait où tu vas venir estimer très rapidement la taille du bazar et un design final, tu as des années. Parce qu'en fait, tu dois aller... Donc oui, pour répondre à tes questions, comment est-ce que tu fais ça? Tu recrutes beaucoup d'ingénieurs et idéalement les plus brillants de la planète. C'est ce qu'on fait nous. Et donc, ça prend des années et des années. En fait, tu as des boucles d'itération parce que tu as plein de trucs que tu sais pas. En fait. Surtout quand tu fais un petit lanceur, c'est super dur de faire des petites fusées. Une petite fusée est beaucoup moins performante qu'une grosse fusée. Parce que là, typiquement, l'épaisseur des réservoirs reste la même sur les deux fusées pour maintenir la même pression. Le problème, c'est qu'à l'échelle d'un petit réservoir, tu as plus de ce qu'on appelle de rapport entre la masse sèche et la masse mouillée. La masse mouillée, c'est quand tout est rempli, par rapport à une grosse fusée. Et ça t'handicape énormément dans la performance. Quand je dis énormément, c'est qu'on est à la limite de ce qui est possible d'être envoyé dans l'espace. Et au début, notre fusée, on prévoyait, c'était 12 mètres de haut, 1,2 mètres de diamètre. Maintenant, on est à 20 mètres de haut, 1,5 mètre de diamètre. On a quasiment pas loin d'avoir triplé la poussée au décollage, parce que en fait, plusieurs choses, on a pris des marges, on a augmenté la performance au fur et à mesure, mais surtout, t'apprends sur le véhicule, tu commences à vraiment fabriquer toi-même tes réservoirs, fabriquer toi-même tes moteurs, donc tu sais combien est-ce qu'ils pèsent, tu connais exactement leur performance. Voilà. Et est-ce donc par exemple sur ton projet, est-ce que les ingénieurs ils font tout en principe premier, genre en partant de la base, ou est-ce qu'il y a genre une espèce de, je sais pas, d'open source, de projets et d'informations par rapport à comment créer une fusée qui existe sur internet, ou des livres, genre comment ça se passe? T'as beaucoup de données open source. Okay. T'as énormément de données open source de la NASA, quelques documents soviétiques aussi, français également. En fait, c'est trois points. T'as tout ce qui est open source.
qu'on utilise massivement, et même on est à des points où typiquement notre turbopompe on l'a fabriqué en prenant plein de documents open source qu'on a pu trouver, en faisant un modèle de machine learning plus ou moins pour derrière nous aider à sortir des designs. Donc, tu vois, on va jusqu'à ce point-là pour utiliser l'open source. Deuxième point, c'est first principle thinking. Donc c'est vraiment qu'est-ce que la physique limite nous impose, tu vois. Et aussi qu'est-ce qui est con dans la limite physique. Typiquement, on n'a pas besoin d'être précis au millibar sur des sujets, alors que c'est des trucs qu'on apprend à l'école, ce qui est une connerie. Bref. Et le troisième point, c'est ce que nous, c'est ce qu'on appelle le bon sens paysan. Le bon sens paysan, c'est justement utiliser des trucs qui fonctionnent. Donc, tu vois, t'as plein de trucs qui fonctionnent et il faut pas réinventer la roue. Quand tu fais des business comme les nôtres, réinventer la roue, ça prend beaucoup plus de temps, ça coûte beaucoup plus cher et généralement, c'est encore plus cher à l'exploitation. Hello, le business en ligne, c'est génial. Mais si c'était plus possible, qu'est-ce que vous feriez comme business matériel? Je vais ouvrir une boîte de détective privé. Ce serait intéressant de faire l'exercice filature, surveillance, observation. Moi, je fais la filature? Ouais. Ou tu me l'as fait? Non. On pratique ensemble, je te montre comment faire. Parce que même si tu es grand, ce qui n'est pas un avantage, parce que tu dépasses un peu, il y a des moyens de te rendre gris. C'est-à-dire invisible contre les murs, puis ça saute dans le regard, etc. Moi, ça, c'est une vidéo YouTube, ça. Intéressant. C'est intéressant, une formation faut la faire pratico-pratique dans la rue, filature, surveillance, observation. Ouais. Ça doit être tellement Tu restes combien de temps à Dubaï? Jusqu'au 4 mai. Jusqu'au 4 mai, ouais. Possible de faire un truc. T'as une réponse, toi, business physique? Ouais, bon, je fais un hôtel. J'adorerais faire un hôtel. Oh, bon, moi, je fais une boîte de nuit. Boîte de nuit, c'est vrai que tu es en train de travailler dessus. Putain, j'ai même pas anticipé la question, je me retrouve... tu rigoles, là. C'est toi qui nous la donne. Ouais, je l'abuse. Ça fait une semaine, là. Non, le premier truc qui me viendra en tête, moi, ce serait... Salle de sport, non? Ouais, je pense, mais une vraie, genre la meilleure, tu vois. La meilleure du monde. The Ultimate Antoine Gym. Ouais. Connu mondialement. Salle de sport, mais en même temps, tu vois, côté mindset et dev perso, dedans. On en parle d'ailleurs de la leçon de marketing qu'ils font quand même Logan Paul et KSA avec Prime, là. Tu sais ce qu'ils ont fait? C'est trop smart. Ils ont répliqué le modèle de Supreme sur des boissons. Tu connais la marque de skateboard Supreme? En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des produits à prix normaux, mais en quantité extrêmement limitée. Donc, ils vont te faire la quantité que fait Gucci, voire même moins, mais au prix d'un bon t-shirt sans marque, tu vois. Donc, ils vont vendre leur t-shirt à 40 balles. Et en fait, du coup, ça crée un énorme engouement parce que tu as une disparité tellement grande entre la valeur du produit de par sa rareté et son prix que les gens font la queue, etc. Et ça, c'est un énorme marketing. On en parle un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, c'était suprême. Ils sont en faire acheter combien Ouais, par quoi, Louis? Je sais plus. Et en fait, ils font ça. Logan Paul et KSA, ils limitent artificiellement la quantité de leurs boissons. Comme ça, c'est tout le temps sold out. Ça renvoie le signal de « Ah, putain, tout le monde en veut, tout le monde ses arrache, ça doit être un truc de ouf ». Tout le monde en parle. Et maintenant, il y a carrément le même système de revente qui se crée avec les t-shirts Suprême où la moitié des gens, enfin même 99% des gens qui vont faire la queue, en fait, ils l'achètent et ils le revendent derrière. Et bien là, il y a la même chose qui se fait sur Prime où typiquement, à Dubaï, tu payes, je vais dire une connerie, mais je pense l'équivalent de 5-6 € la bouteille comme ça de Prime, parce que typiquement, moi j'achète dans une pharmacie, les mecs vont les racheter dans un centre commercial normal et les revendent 5 fois plus cher. Je t'ai vu que t'en avais mis une dans une story. Ouais, trop fort. C'est ouf parce que en fait, le besoin de boire, il a réussi à le transformer genre limite en symbole de statut. Ça a plus du tout c'est plus du tout utilitaire, genre le fait de boire. Maintenant, c'est depuis les Romains, ça. Ah ouais. L'apparition du vin, c'était un exercice d'abord d'invitation et de soumission politique, en fait. Fermenter une boisson pendant des mois, machin, les mélanger, mettre du miel, tout ça pour boire. Ouais. Non, la boisson, c'est un truc de fou. Mais idée business, du coup, je me demande pourquoi il n'existe pas une boisson qui a vraiment un positionnement vraiment luxe. Tu vois, genre, pas de l'eau, parce que l'eau, il y a déjà eu beaucoup de play marketing dessus, mais tu fais une boisson un petit peu flavored,
et tu l'as fait genre 6 balles et tu fais genre une bouteille ultra design et tu l'as fait mettre en avant que par des vrais stars, genre des tennisman. Tu reprends les mêmes gens qui mettent en avant Richard Mille par exemple, tu vois, et tu fais une bouteille à 7 balles. C'est un credo de ouf. C'est une bonne idée, hein. Ça m'a l'air. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En plus, j'ai le nom O douce. D''OU2S. Ah ouais, Un truc à faire. T'en as comme ça, toi, de moi, trucs que t'as passés et qui moi, sont j'en ai devenus des traumatisants. C'est quoi le plus traumatisant? C'est Uber. Wow. Ouais, Uber premier tour. Et tu leur as dit, qui veut monter dans les voitures dans l'inconnu? C'est pire que ça. En fait, Uber n'a pas été fondé par Travis. Il a été fondé par un mec qui s'appelle Garrett Camp et qui va devenir l'inspiration de... Vous avez vu la série Startup HBO? Silicon Valley sur HBO? Oui, mais c'est un truc marrant, quoi. Oui, mais en fait, il y a un personnage dans cette série. Ah, le gars avec les longs cheveux, là? Ouais. Ah, il est énorme, ce personnage. Tu sais qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au fondateur de Uber. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fondateur de Uber, à l'époque, c'était lui, il n'était pas très doué. Et il a essayé de lever des fonds, il a raté. Et Travis a investi. Et moi, il m'avait proposé cette levée, j'ai dit non. Et ensuite, Travis a investi, et ça a décollé. Et donc, j'ai raté... J'étais à ça d'être milliardaire. J'aurais mis $10 000, c'était $1 milliard. Ouais. Et là, je serais sur une île avec des petits trucs, en plus, c'est 30 pire mannequins. Et au lieu de ça, je suis avec Yomi, Antoine et toi. Quoi. Le pire avec ça, c'est que... Pose-toi des questions, Oussama. Mais je sais, mais je m'en parle pas. Je suis un c'est même pas comme une crypto que t'as manqué, parce que beaucoup de gens, tu vois, quand tu réfléchis, j'aurais pu investir dans cette crypto. En fait, l'extrême majorité des gens, même s'ils avaient investi à un moment important dans une crypto, ils auraient vendu, tu vois, bien sûr. tellement c'est liquide. Mais sur des investissements comme ça, en fait, tu peux même pas vendre. Donc, non. t'aurais pas gardé jusqu'au milliard, mais en tout cas, t'aurais fait des centaines de millions. Je pense que si, parce qu'en fait, le premier événement de liquidité vraiment sérieux, c'est la série D chez eux. Ouais. Et donc, c'était, ça aurait valu 800 millions. Tu vois. Tu peux pas tout vendre. Donc, t'es un peu baisé. Tu dois garder. Ouais. Bon, c'est ça le plus gros miss-out de ta carrière? Le deuxième, c'est Vodou. Ouais. La boîte française. Mais celui-là, je le regrette pas parce que j'ai été honnête et je regrette pas d'avoir été honnête. C'est-à-dire? Il a voulu rentrer à The Family et moi, je lui ai dit... en fait, il voulait nous donner des actions de sa boîte et être membre de The Family. Il a eu à l'époque, c'était un moment où The Family était en hyper croissance, il y avait plein de partenaires qui s'occupaient des startups, pas que moi. C'est pas moi qui me suis occupé de lui, c'est un mec de notre équipe qui n'a pas été très bon. Et en fait, moi, je leur avais parlé une seule fois et je leur avais dit, vous savez les gars, je pense que c'est pas une très bonne idée de rentrer à The Family. Il n'y a personne ici qui connaît rien aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est assez spécifique. C'est un peu de l'arnaque de vous prendre des parts. Donc, si vous insistez, je ne vais pas dire non, mais réfléchissez-y. Et en fait, ils sont partis, ils n'ont pas donné de part. Et 6 mois après, ils faisaient le jeu là, Helix Jump, 300 millions de revenus en 72 heures. J'exagère, mais c'est un délire dans ce genre-là. Et la boîte, elle vaut 4 milliards, 5 milliards. Et donc, on aurait eu un chèque de 200 millions, je pense. Ouais. Et c'est quoi ton plus gros win, du coup? Je pense que c'est Algolia jusqu'à présent. Non, ou Stripe, c'est dur à savoir. On va voir comment Algolia finit. Mais bon, c'est des beaux wins. Après, tu peux pas avoir que. En fait, il y a un moment. Tu peux pas toujours savoir ce que les startups vont devenir, comment vont pivoter, etc. C'est super dur. Mais ça, mentalement, c'est très très dur pour les gens. Oui. Il y a beaucoup de gens dans le monde des startups, ils vont très mal à cause de ça. L'un de mes investisseurs préférés dans le monde, il s'appelle Bessemer Venture. Ils ont un site internet exceptionnel. Parce que 100% des VC, quand tu vas sur leur site internet, ils te montrent les boîtes de ouf dans lesquelles ils ont investi. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la liste de toutes les boîtes qu'ils ont refusées et qui sont devenues des géants. Avec la note du mec de leur équipe sur pourquoi ils l'ont refusé. Et ils appellent ça leur anti-portfolio. Et je trouve ça trop classe. Ouais, je suis d'accord. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi Osama-san.